besoin de mettre des process dans tous les sens. Donc la philosophie générale, c'est celle-là, c'est de dire beaucoup de liberté et beaucoup de responsabilité. Et justement, sur cette notion de responsabilisation, tu m'avais parlé, vous, d'un outil que vous avez mis en place, le DRI. Est-ce que tu peux en parler un peu aux managers pour qu'ils voient un peu ce que c'est et comment le mettre en place surtout? Bien sûr. Alors, le concept du DRI, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Apple et c'est Steve Jobs. L'idée du DRI, donc DRI, ça veut dire Directly Responsible Individual. On pourrait aussi dire owner. Et l'idée, en fait, c'est de dire qu'il n'y a qu'un seul responsable pour une tâche. Un seul. Peu importe la complexité de la tâche, il y a toujours un seul responsable. Donc, concrètement, si on doit faire une refonte complète de la marque Top Chef et que la deadline, c'est le 25 juillet, ça va demander beaucoup de travail en opération, en tech, en marketing, en com, dans quasiment tous les pôles de la boîte. Mais il y aura un seul DRI sur cette tâche-là. Et donc, si le 25 juillet, la marque n'est pas changée, ce sera pas la faute des opérations qui n'ont pas fait leur travail, ce sera la faute de cette personne-là qui n'a pas assez mis la pression sur les opérations et qui n'a pas réussi à coordonner tout le monde. Et ça évite plein de choses. Ça évite que les gens se rejettent la faute qui peut arriver quand une boîte devient un peu grosse. Ça, c'est un problème assez classique. Et puis surtout, ça permet de responsabiliser les gens et de faire en sorte que voilà, chacun est propriétaire d'une tâche et puis c'est lui qui est responsable. C'est pas la boîte, c'est lui. Et je pense que quelque chose qui est assez important pour que ça fonctionne, c'est de dire que le DRI s'auto-désigne. Donc nous, on a toujours fait ça. Donc, en gros, ça se veut dire, c'est que le matin, ou alors quand on fait des réunions d'équipe, on dit voilà ce qu'il faut faire cette semaine ou ce quarter. Ok, qui va être DRI sur cette tâche-là? Et puis on attend que quelqu'un se désigne. Et donc il y a un petit blanc généralement qui dure 2 minutes. Et assez vite, la personne qui est concernée en fait par le pôle, typiquement si on dit qu'il faut changer la marque, la personne qui gère la com chez nous, a priori, elles sont peu concernées, va être très mal à l'aise et va être obligé de lever un moment et dire ok, ça c'est moi le DRI. Le fait que ça arrive parfois que c'est quelqu'un d'autre qui se nomme DRI parce que ça l'intéresse, un sujet qui peut l'intéresser. Et quoi qu'il arrive, le fait de s'auto-désigner, ça fait que on n'est plus dans une pression qui vient du haut avec le patron qui impose quelque chose. On est dans une pression qui est plutôt horizontale ou qui vient du bas, où chacun se désigne pour des tâches et puis ensuite, il est désigné, c'est à lui de le faire et il est responsable pour ça. Et alors, on a justement une question qui vient de Aude, qui était plusieurs fois, qui nous demande est-ce qu'on peut le mettre sur tous les profils justement? Est-ce que tout le monde peut être DRI? Alors, moi, je n'arrive pas à penser à un exemple, mais peut-être que Aude, tu as un exemple en tête. Quand tu dis profil opérationnel, tu penses à quoi? Est-ce qu'on parle de profil usine, ouvrier ou… Tu m'entends là? Ouais. En fait, oui, je pensais à des profils très opérationnels, type des nous, par exemple, on a des préparateurs de commandes, des personnes qui vont avoir des tâches presque d'usine, tu vois. Ouais, je comprends. Écoute, nous aussi, on a ça. On a des préparateurs de commandes, on a des manutentionnaires, on a des… Et oui, c'est vrai que ça s'applique peut-être un petit peu moins, dans le sens où il y a moins de tâches qui méritent réflexion et qui sont interpôles, tu vois, qui sont transversales. Mais ça peut arriver. Et quand ça arrive, on est ravis de leur donner des tâches aussi. Et les vacances illimitées s'appliquent aussi avec ces profils-là. Et c'est vrai que ça surprend beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui pensent que le modèle des vacances illimitées et de la surresponsabilisation, ça marche que avec des gens qui sortent de grandes écoles et qui sont dans des bureaux. En réalité, non, ça marche aussi avec des profils beaucoup moins bien payés et moins formés. Voilà. En fait, de manière générale, donner confiance à quelqu'un, ça marche à peu près dans tous les cas. Et tu avais un exemple justement, il me semble, d'une stagiaire qui travaillait avec toi et tu lui avais donné cette mission et si tu pouvais parler justement des conditions peut-être que l'entreprise doit mettre en place, comme ça fonctionne, parce qu'on a tous été managers, on est tous managers et on a été managés. Moi, j'aurais du mal à qu'une stagiaire qui est mandatée parce qu'elle est DRI me dise écoute Grégoire, faut que tu dépriorises ce que tu voulais faire aujourd'hui. Parce que moi, pour que, en tant que DRI de cette mission-là, faut que ça démoule et faut que ça avance. Donc,
comment tu gères ce côté un peu de priorisation des équipes avec ce DRI qui est transversal, quoi. Ouais. Écoute, non, je pense que le sujet qui va forcément venir à l'esprit quand on parle de ça, c'est l'ego. Et l'ego, c'est peut-être un des fléaux numéro 1 des entreprises. On a tous connu des problèmes d'ego dans les boîtes et c'est juste une catastrophe pour la productivité. En fait, l'ego est partout. Mais moi, en tant que manager, j'ai l'impression de manager des égos en permanence. Et voilà. Et donc, je pense que une condition du DRI, c'est de préparer les égos à ce que n'importe qui puisse être DRI. Et donc concrètement, ça veut dire donner une carte blanche, comme une espèce de carte de mandataire au DRI pour parler au nom du dirigeant. Donc si quelqu'un est DRI, en fait, ça devient le dirigeant pour cette tâche-là spécifiquement. Et tu parlais de notre histoire d'un stagiaire. Effectivement, on a eu un stagiaire qui avait une tâche ultra difficile, qui était d'implémenter notre premier frigo connecté dans une entreprise. Un stagiaire qui était brillant, très fort, et puis je trouve qu'à ce moment-là, tout le monde était très occupé, une personne pouvait être DRI. Si une personne m'a dit, OK, moi, je veux bien être DRI. Et c'est un stagiaire qui a mis en place le premier frigo dans une entreprise et qui a donné des ordres à l'équipe Ops, donné des ordres à l'équipe, des ordres, en tout cas, fait avancer tous les différents projets. Et ça a fonctionné parce que nous, on s'est mis dans cet état d'esprit-là depuis le début, de dire que il faut mettre l'ego de côté et que ce qui compte au final, c'est juste que c'est l'exécution de la boîte, quoi. C'est qu'on avance. Donc, il y a cette espèce de terreau qu'il faut mettre en place dans l'entreprise, de tuer l'ego très tôt. Et comment est-ce qu'on tue l'ego? Ça, c'est une question à laquelle j'ai malheureusement pas la réponse. Si vous l'avez, je veux bien l'entendre. Mais un truc que nous on fait qui marche bien, c'est que le premier jour, le jour où vous arrivez chez Top Chef, on vous présente un PowerPoint qui est légèrement traumatisant et qui vous explique un peu dans quelle entreprise vous rentrez. Et ce PowerPoint, concrètement, on va peut-être y revenir, je pense, un peu plus tard sur la partie, parce qu'il parle aussi de notion de management qu'on verra après. Mais notamment, il parle de l'ego et il explique tout de suite que dans une entreprise, chez Top Chef, il n'y a pas d'ego, il n'y a que des compétences démontrées et que c'est assez possible que demain, vous ayez un N+1. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes chef d'un pôle, et ben demain, peut-être qu'on va recruter quelqu'un au-dessus de vous. Ben voilà, ça peut arriver. Ou alors, ça peut arriver que quelqu'un qui aujourd'hui est en dessous de vous passe au-dessus de vous. Mais si c'est le cas, c'est dans l'intérêt de la boîte et puis c'est comme ça. Et ça, en fait, tout de suite, on l'explique. Et ça calme un petit peu et surtout, ça calme parce que c'est très défendable. Par exemple, généralement, quand ça arrive, je pense qu'on peut le vendre de deux façons. Effectivement, on est vexé d'avoir quelqu'un qui, d'un coup, arrive au-dessus de soi. Mais aussi, on peut le vendre en disant, non, tu as la chance, tu as l'opportunité d'apprendre de quelqu'un qui a plus d'expérience, qui a demandé énormément de choses. Et en fait, c'est une super nouvelle d'être manager. Enfin, moi, personnellement, je rêverais d'être manager. Je suis pas manager parce que je suis le dirigeant de ma boîte, mais je rêverais d'avoir quelqu'un au-dessus de moi qui me dise quoi faire. Donc, voilà, c'est comme ça qu'on le vend aussi. Et comme une question du coup de, pardon. Ouais. Juste, juste ce fameux DRI, comment vous suivez son action, tu vois? Est-ce qu'il y a des outils à mettre en place pour s'assurer que la mission avance en bonne intelligence avec tout le monde? Ouais, sur la partie task management spécifiquement, tu veux dire? Ouais. Effectivement, alors nous on utilise Trello pour ça. En gros, c'est-à-dire que quand tu as une tâche pour laquelle tu es DRI, tu crées un board Trello. Trello, si vous ne connaissez pas, c'est un outil qui marche en Kanban, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez des colonnes à faire, en cours et fait. Et puis sur chaque colonne, vous pouvez mettre des étiquettes avec des tâches. Et sur chaque tâche, vous pouvez mettre un responsable. Et donc le DRI, il est DRI de l'ensemble du Kanban. Il va créer des tâches, donc il va décomposer le projet en micro-tâches et puis il va assigner chaque tâche à une personne. Et encore une fois, sur chaque tâche, on peut que mettre, nous la règle qu'on a fixée, c'est qu'il n'y a qu'une seule personne. En fait, il y a un peu des sous-DRI pour chaque tâche. Il y a un DRI pour l'ensemble, puis il y a un DRI pour chaque micro-tâche. Puis ensuite, sur chaque tâche, il y a une date limite. Donc ça veut dire que les ops, ils doivent faire ça, il faut que ce soit fait avant le 29 juin. Et puis ensuite, c'est au DRI global de vérifier que ce soit bien fait le 29 juin. Ok, cool. Et juste effectivement, sur les excès, je te demandais comment vous gériez les priorités. Est-ce que ça s'est passé dans le cadre de un DRI qui était possesseur d'une mission, et s'il y a eu des excès, et toi en tant que manager tu dois quand même arbitrer, ou naturellement ça se régule? Tu vois, moi j'ai toujours cette image de la stagiaire
et je trouve ça super qu'il y ait cette notion de responsabilisation, mais qui va voir, je sais pas, un directeur de service qui a 15 ans de plus et qui lui dit, bah, tu vois, comment ça se gère ces excès, comment ça se passe concrètement, quoi. Bah, en fait, déjà, le gars qui a 15 ans de plus, il n'a pas voulu être DRI. Tu vois, parce que en gros, il y a eu cette scène où j'ai demandé à tout le monde qui veut être DRI pour cette tâche. Et puis, il y a une personne qui a levé la main, c'était la stagiaire. Tu vois, si lui voulait DRI, il peut lever la main aussi. À partir du moment où c'est elle qui a levé la main et qu'on est tous d'accord pour dire que c'est de la DRI, bah, c'est de la DRI et puis tout le monde l'a accepté. Donc, on n'a jamais eu de problème, disons, de refus d'un DRI. C'est jamais arrivé que quelqu'un dise non. Après, c'est déjà arrivé qu'il y ait des tensions sur quelqu'un qui, il y a des gens qui savent mal communiquer, donc quelqu'un qui était DRI puis qui de manière un peu trop brutale a dit aux gens de faire ci, faire ça. Ça arrivait, mais ça arrive dans toutes les boîtes malheureusement. Là-dessus, j'ai un bon ami qui s'appelle Xavier Zetoun qui a monté Zen Chef, qui travaille de boîte, vous connaissez peut-être, mais et lui sa méthode c'est de dire que donc lui il a un board Trello aussi pour les DRI et lui ce qu'il demande c'est que c'est que sur les phrases qui sont écrites sur Trello il y ait aucun adjectif, aucun superlatif, même aucun adjectif, aucun smiley. Enfin, en fait, que le ton soit complètement neutre dans 100% des cas. Donc, il n'y a même pas de merci, pas de bonjour, et à l'inverse, pas de 3 petits points, ça en est où, j'en ai marre. En fait, c'est complètement neutre, peu importe ce qu'on dit. Et donc, bon, voilà, déjà, vous ne serez pas vexé de ne pas avoir un bonjour merci, parce que c'est la règle, il n'y a pas le droit de dire bonjour merci. Mais à l'inverse, vous serez aussi pas vexé parce vous ne pourrez pas dire, ah là, le ton, il est un peu, non, parce que la règle, c'est qu'il n'y a pas de ton du tout, c'est purement informatif. Bon, c'est un peu extrême, ça fait un peu entreprise robot, mais c'est intéressant. Et pour les excès, écoute, Emmanuel, on n'a jamais eu d'excès, même avec les vacances illimitées, on n'a jamais eu d'excès. D'ailleurs, on va plus loin que les vacances illimitées, puisqu'on a même des notes de frais en illimité. Ça fait très peur à mes investisseurs quand je regarde ça. Mais la carte bleue de la boîte est un accès libre à tout le monde. Le code, tout le monde là, il est sur Slack. Quand tu tapes code carte bleue sur Slack, il y a le code de la carte bleue qui apparaît automatiquement. Et puis tout le monde sait comment faire, comment utiliser. Donc, j'ai jamais eu de mauvaise surprise. Et même pour te dire à quel point ça marche bien, tu vois, je connais une boîte où les gens ont le droit de s'acheter un ordinateur tous les 18 mois. Et ben forcément, les gens ils vont acheter le meilleur MacBook 15 pouces parce qu'ils ont le droit, donc ils font ce qu'il y a de mieux dans ce qu'ils ont le droit de faire. Et ben nous à l'inverse, on dit si t'as besoin d'un ordinateur, voilà, si vraiment ce concert qu'on a besoin, tu prends la carte bleue de la boîte, tu l'achètes. Et en fait, ce qu'on a remarqué, c'est que les gens s'achetaient des ordinateurs d'occasion sur le Bon Coin, ils allaient sur Black Market. Ils voulaient pas être celui qui a pris la carte bleue de la boîte pour s'acheter un 15 pouces, quoi. Et donc cette responsabilisation à l'extrême, elle marche hyper bien, les gens s'autorégulent et puis personne ne veut passer pour les gars qui en profitent. Ok, super intéressant. À cette liberté et à cette responsabilisation, on parle beaucoup de performance parce que c'est quand même aussi l'objectif des managers, c'est aussi que la boîte tourne, qu'il y ait des résultats. Comment est-ce que vous, c'est quoi votre philosophie justement, tu parlais de l'intégration des nouveaux collaborateurs. Dans le monde des startups, on est très ambiance, on est une famille, voilà, super, on va vivre une aventure. Vous, c'est quoi votre positionnement par rapport à ça? Ouais, depuis tout à l'heure, je cache un tableau qui fera un peu peur, mais donc je parlais du PowerPoint qu'on présentait au tout début quand quelqu'un arrive chez Top Chef. Et ce PowerPoint-là, il explique très clairement aussi la conception qu'on a de l'entreprise, qui pour moi n'est pas du tout une famille. En fait, je pense que c'est une erreur de dire que la boîte c'est une famille. Pourquoi c'est une erreur? Parce que déjà, c'est pas vrai. Une famille n'est pas en concurrence avec d'autres familles. Ça n'existe pas. Peut-être que ça existe, mais c'est un peu bizarre. Et deuxièmement, quand votre frère ou votre sœur fait une connerie, vous n'allez pas le virer de la famille ou la virer de la famille. Alors que la réalité, c'est que dans l'entreprise, vous allez virer quelqu'un qui fait une connerie. Suffisamment grave. Donc on n'est pas une famille, mais du coup, qu'est-ce qu'on est? Je pense qu'un meilleur parallèle, c'est une équipe de sport. Une équipe de sport dans une compétition de haut niveau. Si vous êtes dans un grand chelem où quand vous perdez, c'est éliminatoire, en fait, vous n'avez pas intérêt de perdre. C'est exactement comme ça le monde de l'entreprise. La réalité, c'est que vous avez des concurrents et que vous êtes en train de jouer un match contre eux et que si vous perdez, il n'y a pas c'est pas un monde de bisounours, c'est un vrai monde de business et que votre boîte, elle meurt.
C'est particulièrement vrai dans un marché concurrentiel comme le mien, dans la food tech, où je me bats contre des gens qui, alors là, n'ont rien à faire de me voir mourir et qui seront très, très heureux si je me plante, et qui font tout pour. Donc, ça veut dire qu'il y a des réalités. La réalité, c'est que dans une équipe de foot, il n'y a que 11 joueurs. Hein. Il y a plein de gens qui veulent jouer, mais il n'y en a que 11 qui peuvent jouer. Et dans une équipe de foot, les gens connaissent la règle. Ils savent que pour être sur le terrain, il faut être parmi les meilleurs. Si vous n'êtes pas parmi les meilleurs, vous n'êtes pas sur le terrain. Et si vous êtes sur le terrain et que vous commencez à mal jouer, il faut laisser sa place à quelqu'un qui joue bien. Ou alors trouver une autre place dans l'équipe où vous serez à l'aise. Voilà, ça c'est juste une réalité qui est dure à entendre, mais qui est complètement vraie et que nous on explique tout de suite quand ils arrivent dans la boîte. On dit vous devez performer, vous devez être bon, vous devez tirer la boîte vers le haut, ou alors sinon il ne faudra pas que vous restiez chez nous. Et c'est juste c'est le corollaire de cette liberté, de fait qu'on dit chacun fait comme il veut. Par contre derrière, on veut des résultats, on veut la performance. Et vous les mesurez comment ces résultats au quotidien? Bonne question. C'est vrai qu'au final, c'est facile à dire qu'on veut des résultats, il faut encore savoir les mesurer. Et donc nous, on met en place un système qui s'appelle les OKR. Je ne sais pas si vous connaissez les OKR, ça vous dit quelque chose, peut-être de la tête, ça vous parle? Ouais, un petit peu. Ok. Donc Objective and Key Results, c'est assez connu comme méthode. C'était mis en place par LinkedIn, par Google, par Intel, par plein de boîtes. Donc l'idée, c'est de dire que de manière trimestrielle, votre entreprise va fixer des objectifs entre 3 et 5 objectifs, pas beaucoup plus. 1, 2, 3, 4 et 5. Chaque objectif, un objectif, par exemple, ça peut être accélérer la croissance. Donc, c'est très vague, c'est pas quantifié. En revanche, chaque objectif va avoir 4 à 7 key results, ok? Et là, pour le coup, un key result, il est quantifié et il est binaire. Ça veut dire qu'à la fin du trimestre, on peut répondre oui ou non, j'ai réussi mon KR ou j'ai pas réussi. Donc, par exemple, l'objectif accélérer la croissance, un des key results va être plus 23% de rétention chez nos meilleurs clients. Un autre key result, ça va être plus 150 nouveaux clients B2B. Ok. À la fin du quarter, on va regarder les OKR, on va dire est-ce qu'on est à 23%, on est à 22%, on est à 24%. Hop, on n'est pas à 23, cet OKR-là, il passe en rouge. Et c'est soit rouge, soit vert. Puis à la fin, vous avez un board avec tous les KR et des tags rouges, des tags verts. Puis on sait exactement qui a réussi le KR et qui n'a pas réussi. Et on fait quoi si on est dans le rouge? Parce que c'est ça la question. Quand on est dans le vert, on va boire un verre et on est tous contents. Et tu fais quoi quand c'est dans le rouge? Il y a toujours du rouge. Il y a toujours du rouge. Mais l'idée, c'est de comprendre pourquoi c'est rouge et puis d'essayer de régler pour le prochain quarter. Mais généralement, pourquoi c'est important de faire ça? Parce que si c'est rouge et que le gars est parti en vacances, 10 semaines et arrive au bureau à 11h et part à 15h, on a beau dire c'est cool de la continuité, il est très libre, mais il n'a pas du tout été responsable. Et la preuve, c'est qu'il n'a pas réussi à faire son objectif. Alors qu'à l'inverse, si il est parti en vacances 15 semaines, mais que tous ses deux quarts sont verts, franchement, aucun problème. Il s'est organisé, il a réussi à se débrouiller, bien joué. Donc, c'est important parce que ça nous permet de rajouter le corollaire responsabilité. Maintenant, pour répondre à ta question, qu'est-ce qu'on fait quand c'est rouge? Généralement, on essaie de comprendre pourquoi, on essaye dans la majorité des cas, c'est pas exactement dû à la faute d'une personne, c'est des facteurs extérieurs. Souvent, ça peut être dû au marché qui était pas bon à ce moment-là, ça peut être dû à plein de choses. Et puis, on essaie de comprendre. Et ce qui est vrai, c'est que quand ça devient rouge pendant plusieurs quarters de suite, on se pose forcément des questions sur la personne, mais au moins, on a une base objective pour évaluer les gens et on va pas commencer à se séparer de gens chez nous parce qu'on a un mauvais feeling. On va se séparer des gens parce qu'ils n'arrivent pas à faire les OKR et qu'ils sont juste pas faits pour ce poste-là, ça ne correspond pas. J'ai l'impression que vous mettez souvent, c'est très sympathique François, mais que l'intuition, vous la mettez de côté, que tout doit être hyper mesuré pour faire les choix. En fait, c'est quelque chose que toi, en tant que manager, tu mets de côté. Cette intuition, comment tu gères ça en fait? Ouais, il y a une phrase que j'aime bien de Edward Demings qui dit without data, je la mets là parce que mon accent est pourri. C'est without data, you're just another person with an opinion.
Et je pense que tout le monde a des opinions. Maintenant, avec la question, mais on a tous des biais psychologiques, sociologiques, qui viennent de notre éducation, de milieu, de plein de choses. La question, c'est comment on fait pour objectivement mesurer la performance. Et donc ça passe par les OKR, c'est de la data. Et on va assez loin là-dedans. On le fait même pour le recrutement. Je vous recommande tous de lire un livre, si vous recrutez, qui est fou, The A Method, qui se lit hyper vite. Ça se lit en une journée. Et c'est un peu la bible de recrutement dans la Silicon Valley. Et c'est cette idée de dire que les recrutements sont souvent faits à l'instant. C'est une catastrophe de dire ouais, je sens bien ce candidat à un entretien, c'est vraiment quelque chose de bien. Mais en fait, non, c'est sûrement du biais personnel qui dit ça. Il faut trouver un moyen de identifier précisément avec des chiffres si quelqu'un est bon ou pas. Et ça se passe par créer une scorecard très précise de ce que la personne va faire, des résultats qui sont attendus, et puis de mettre une note de A à F sur chaque résultat attendu. Puis à la fin, on regarde les notes et puis on se dit, ah bah tiens, lui, je pensais que c'était qu'il était moins bon que l'autre. En fait, il avait bien meilleure note que le premier. Du coup, c'est lui qu'il faut prendre. Voilà. Et vous envoyez justement, vous envoyez vous au moment des recrutements, vous demandez aux futurs collaborateurs des petits exercices, de remplir des questionnaires, de faire des notes. On demande à qui tu veux dire, au candidat ou au collaborateur qui recrute? Aux candidats. Ah, au candidat, ok. Très peu. On fait parfois des case studies, mais surtout en sales. Dans les autres pôles, pas vraiment, pas beaucoup. Okay. En fait, on va surtout creuser des expériences passées et comprendre si cette personne-là a acquis tu vois, les skills qui correspondent au job, quoi. Cool. Juste pour clore cette histoire de performance et de mesure, c'est vrai que les objectifs, là, vous êtes avec les OKR, comment ils sont définis? Parce que effectivement, c'est des choses complètement folles et inatteignables. Est-ce que c'est co-construit avec l'équipe pour qu'il y ait cette adhésion et que la performance soit partagée? Oui, les OKR sont définis avec l'équipe. Ça, c'est une règle générale des OKR. C'est hyper important. En fait, donc, ce qui est pas défini avec l'équipe, c'est les 3 à 5 objectifs dont je parlais au début. Ça, c'est au management de décider. Donc, vous, en tant que manager, vous devez dire où va la boîte. C'est normal. Une boîte, c'est pas une démocratie non plus. C'est au leader de choisir où il faut aller, d'avoir une vision pour l'entreprise. La vision, elle vient de vous. Donc, les objectifs, vous les fixez. Donc, ça va être accélérer la croissance pour nous. Ça va être fiabiliser les services, etc., etc. Et donc, on va en fixer, par exemple, 3. Ensuite, pour le coup, on regroupe toute l'équipe. Et là, on se pose tous ensemble et on se demande comment est-ce qu'on va faire pour atteindre ces 3 objectifs qu'on s'est fixés. Et là, pour le coup, les KR, ils viennent d'une discussion collective. Cette discussion, elle dure 2 jours. C'est long. On se pose vraiment pendant 2 jours entiers, on fait que ça. Parce qu'après, à la fin de ces 2 jours-là, pendant tout le trimestre, on se pose plus du tout la question de qu'est-ce qu'il faut faire. On sait exactement ce qu'il faut faire. Tout a été quantifié et mesuré. Mais avant ça, on se pose pendant 2 jours et on définit quels vont être tous les KR, chaque objectif. Et en fait, une fois qu'on a fait ça, donc prenons l'exemple d'un KR, objectif accélérer la croissance, KR 105 nouveaux clients B2B par mois. Ok. Si je prends ce KR-là, donc là, le directeur commercial qui est DRI sur ce KR, il va lui aller voir son équipe et il va dire à son équipe, voilà notre objectif, 105 nouveaux clients par mois. Quels sont les KR qu'on va mettre en place pour y arriver? Et puis, il recommence l'exercice avec son équipe en interne. Et c'est ainsi de suite pour chaque strate de management. Et du coup, ça fait une pyramide comme ça, où à chaque fois, le manager définit l'objectif et les équipes définissent les KR. Et puis, eux font la même chose, transforment les KR en objectifs, puis définissent les KR avec leurs équipes. Ok, cool. Ok, super. On est un peu plus de la moitié de la masterclass. Je sais qu'on est vendredi et qu'il est tôt, mais vous pouvez poser des questions, les amis. N'hésitez pas dans le chat. On va y enchaîner juste sur le. Moi, je me projette là. Je trouve ça super là, cette histoire d'OKR, de performance, de liberté. Mais j'ai quelqu'un, je sens que c'est un talent, mais il remplit pas ses objectifs parce que peut-être pas à la bonne place, peut-être pas on n'a pas actionné les bons leviers. Vous, comment vous faites pour que la masterclass, c'est attirer et conserver des talents? Comment tu fais pour le conserver, ce talent? Alors là, tu me demandes comment conserver le talent de quelqu'un qui ne remplit pas ses objectifs. C'est ça? Écoute, non. Je pense que déjà, il y a le sujet général de conserver les talents.
Après, conserver le talent qui réussit pas, je sais pas si c'est forcément pertinent. Maintenant, quand quelqu'un réussit pas, il faut se poser la question de pourquoi il réussit pas. Et généralement, enfin, ce qui est vrai, c'est que tout le monde est une star dans quelque chose. A priori, tout le monde a un A-profile quelque part. Par contre, ce qui est très fréquent, c'est de recruter des A-profiles dans ta boîte. Et ce que j'appelle A-profile, pardon, c'est en gros le top 5%. Après, c'est ta B-profile, C-profile. Hein. C'est très fréquent de recruter des A-profiles, mais qui ne soient pas dans la bonne place. Et que du coup, ils sont des B-profiles là où ils sont, alors qu'ils pourraient être A-profiles ailleurs. Et toute la question, c'est de savoir comment mettre les bonnes personnes au bon endroit. C'est déjà un défi de trouver les bonnes personnes, mais c'est encore plus dur de les mettre au bon endroit. Et c'est particulièrement vrai quand ta boîte évolue très très vite et que tous les 6 mois tu fais x2 en taille, parce que du coup, ce qui est le cas dans les startups, parce que du coup forcément ton job il change en permanence et le job description de chacun évolue. Donc quelqu'un qui était très adapté aujourd'hui, il sera peut-être pas adapté demain. Il faudrait être capable de faire beaucoup de mobilité. Donc moi je crois beaucoup à la mobilité interne et parfois on a des cas complètement lunaires de mobilité interne, des gens qui ont commencé en food, qui ont fini en comptabilité. C'est arrivé, hein. On a quelqu'un qui était en food, qui a fini en comptabilité chez nous, en finance, quoi. Donc parce qu'on a réalisé qu'en fait, elle était super douée avec des chiffres, avec ça lui plaisait. Du coup, bon, on a basculé en fait, qu'elle le fait très bien. Mais donc, il y a cette question-là. Et je pense que il y a un truc qui font bien chez McKinsey, on s'inspirait de ça, on le fait aussi. En fait, quand tu viens chez Pop Chef et tous les 6 mois, on commence l'exercice, on te demande de nous écrire un email en décrivant quelles sont tes forces et quelles sont tes faiblesses. Et on renouvelle l'exercice tous les 6 mois. Mais quelles sont tes forces par rapport à tes forces dans la boîte et qu'est-ce que tu fais très bien, qu'est-ce que tu fais pas très bien. Et en plus, ça évolue avec le temps parce qu'il y a des gens qui se renforcent dans des domaines. Et en fait, on comprend qu'il y a des gens qui sont très forts dans quelque chose, pas très forts dans l'autre. Et la théorie générale, c'est de dire qu'il faut largement mieux, c'est beaucoup plus rentable de cultiver les forces de quelqu'un plutôt que de cultiver de travailler sur ses faiblesses. Parce que si vous faites que travailler sur les faiblesses de quelqu'un, au meilleur des cas, il va devenir à peu près moyen. Ok, il sera plus faible, il sera moyen, mais du coup, il sera un peu moyen partout. Alors que si vous voulez un champion du monde, le champion, s'il a un très très bon coup droit, vous entraînez son coup droit et vous savez que sur le coup droit, là, il marquera des points à chaque fois et c'est là qu'il va gagner des matchs, c'est sur ses coups droits. Évidemment, il faut que son revers soit pas non plus catastrophique pour pas que ça l'handicape, mais juste de niveau suffisant. Et après, par contre, c'est le coup droit qu'il faut travailler à fond. Et nous, c'est exactement ce qu'on fait. Donc, on essaie de comprendre quelle est la force de chacun de nos salariés et on cultive cette force, on appuie dessus. Et puis, c'est gagnant pour tout le monde, mais c'est aussi gagnant pour l'employé parce que lui, il adore travailler dans quelque chose tout le monde adore travailler dans quelque chose qui fait bien. C'est très agréable d'être bon dans quelque chose et qu'on fait. Donc, tout le monde y gagne. Voilà. Donc par exemple, en termes de formation, quelqu'un qui est bon dans quelque chose, vous allez renforcer la formation et juste vous assurer qu'il y a une sorte de minimum syndical des autres fondamentaux pour que ce soit stable. Mais quelqu'un qui est très bon dans quelque chose, vous allez continuer à le former, à faire en sorte qu'il performe sur ce sujet. Ouais, si quelqu'un est très fort en analyse, en data analyse, moi j'ai envie qu'il fasse que de la data analyse, quoi. Tu vois, après il faut qu'il soit suffisamment. Si par exemple il me dit que moi mon point faible c'est la communication, mon point fort c'est les chiffres et la data, on va juste faire en sorte qu'en communication il ait les bases élémentaires pour pas non plus s'embrouiller avec toute l'équipe et qu'il y ait des fluidités de communication. Mais après on va le former sur la data, on va l'aider à progresser là-dessus, on va lui faire lire des bouquins dessus, on va vraiment appuyer sur cette vérité-là. Ok, cool. Super. Et il y avait le côté, il y avait un autre sujet que je voulais aborder avec toi. Donc, on a commencé à le déflorer tout à l'heure. Il y a eu beaucoup de presse sur vous à ce sujet-là. C'est tout ce qui est effectivement horaire libre, vacances libres, la carte bleue, là, ce que tu disais tout à l'heure. On a vu que ça vous permettait d'adosser cette exigence de donner cette liberté. Mais au-delà de ça, est-ce qu'il y a d'autres choses, j'ai envie de dire, du quotidien en termes d'efficacité, en termes de ressources humaines, de gestion du temps, de justement de validation des fiches de paye? Est-ce qu'il y a d'autres choses positives que ça génère? Oui, là de tête, le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est que c'est beaucoup de temps libéré pour tout le monde. En fait,
c'est comme si on décentralisait la fonction RH, tu vois. En fait, l'idée, c'est que tu t'organises comme tu veux, mais en revanche, il faut que tes OKR soient faits. Bon, à partir de là, si tu es en opération, nous, on livre des centaines de repas à chaque jour. Donc, si tu es en opération et que tu veux partir aux Bahamas 2 mois, il faut juste assurer que depuis les Bahamas, tu puisses gérer les opérations le matin ou alors déléguer à quelqu'un qui pourrait le faire à ta place. Mais il faut que ça tourne, quoi. Voilà. Moi, j'ai personne qui va allouer les ressources dans les bureaux, qui va dire, toi, tu fais ça, toi, tu fais ça. Tiens, lui, il est parti, donc tu vas prendre sa place, tu vas faire ça. C'est les gens qui s'organisent. Tu vois, donc moi, ça me libère un temps quand même qui est pas mal. Et puis bon, je sais que ça surprend pas mal cette idée de juste pour le contexte, en fait, d'où ça vient. Ça vient juste du fait que moi, ça vient de 2 choses. Un, ça vient du fait que moi, j'avais pas le temps d'organiser tous les RH de la boîte quand la boîte grossissait très vite au début et qu'on recrutait à tour de bras. Et que moi, en fait, j'ai jamais bossé dans une boîte avant Top Chef. Donc, c'est ma première boîte. Ça fait 5 ans que j'y suis. Et je pense qu'on a connu trop tôt trop de succès. C'est pour ça qu'on a fait mourir au bout de 2 ans parce qu'on savait pas comment s'y prendre. Et moi, je ne savais pas faire. Et du coup, j'ai préféré recruter des gens qui étaient meilleurs que moi et leur dire, je te fais confiance, tu fais a priori mieux que moi, tu as plus d'expérience que moi, donc tu vas gérer ton truc. Et comme je recrutais des gens qui étaient plus âgés que moi, qui avaient la trentaine, quand moi j'avais à l'époque 25 ans, et ben je me voyais mal, voire même je recrutais des potes d'école, quoi, des potes à moi. Je me voyais mal leur dire, ah non, là tu as dépassé ton quota de congé, ou alors imaginez un jeune qui a 25 ans et puis il y a quelqu'un qui a 40 ans qui lui dit, est-ce que je peux prendre des vacances, s'il te plaît? Je vais pas lui dire non, tu tires un peu trop sur la corde. Donc non, donc j'ai juste dit les gars, vraiment faites ce que vous voulez et faites tourner cette boîte. Et puis chacun travaille avec ses mieux. Et en fait ça a marché, et puis c'est resté, et puis au fur et à mesure qu'on a grossi, c'est resté, et puis c'est devenu même une de nos forces. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est ultra fort chez nous et que beaucoup de boîtes commencent à mettre en place. Et il n'y a jamais eu d'abus, jamais, même pas un petit abus. Non, on n'a jamais eu d'abus. On n'a jamais eu d'abus. T'as jamais quelqu'un qui partait 15 jours et en fait il y a eu une grosse merde au milieu de ses vacances et tout le monde a dû être sur le pont. Ça c'est pas arrivé. C'est jamais arrivé. Maintenant, ce qui est déjà arrivé, c'est que quelqu'un n'atteigne pas du tout ses OKR et était très cool pendant le quarter, genre un rythme très très cool quoi. Et là on lui dit en fait il y a un décalage entre ton comportement et tes objectifs. Enfin, voilà. Mais c'est tout. À partir de là, la personne dit oui, c'est vrai, t'as raison. J'ai un peu. En fait, généralement, c'est symptomatique. Quelqu'un qui n'atteint pas ses objectifs et qui vient moins au travail, c'est qu'il est malheureux dans son milieu. Enfin, c'est qu'il y a un truc qui se passe mal. Puis à ce moment-là, on règle le problème, on comprend ce qui va pas et puis on règle quoi. Mais non, franchement, il n'y a jamais eu d'abus. Il n'y a jamais quelqu'un qui a dit moi je pars 2 mois, attention, c'est la sensibilité, tu peux rien faire. C'est jamais arrivé. Ouais, donc vraiment c'est l'autorégulation quoi. Ouais. C'est autodiscipline et ouais, c'est ça exactement. C'est partir du principe qu'on est tous responsables, adultes, et en fait c'est aller contre cette image du patron, c'est le pater, la figure du père. Le patron, ça vient de pater, hein, ça veut dire père en latin. Donc cette figure du père, en fait cette conception de l'entreprise qui est extrêmement ancienne, où le patron est le père de famille, et puis en dessous de lui il y a ses enfants qui sont les salariés. Ça c'est une vision qui est complètement obsolète. Et qui était à mon avis, était presque vrai à l'époque, parce que l'entreprise à l'époque payait l'assurance, payait presque la sécu. Enfin, il y a une époque où l'État avait beaucoup moins de services et l'entreprise payait quasiment tous les services. Donc l'entreprise était responsable presque de la vie de ses salariés. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Genre, aujourd'hui, dans un monde de freelance résident où chacun est à son compte, où les jeunes ils viennent chez vous, mais ils pourraient très bien partir demain parce qu'ils ne se voient pas rester 20 ans dans une boîte. Aujourd'hui, il faut proposer une espèce d'indépendance collective, sinon vous n'arriverez jamais à attirer les talents de notre génération. Enfin, les générations Z, ils ne vont pas travailler chez vous si vous êtes à l'ancienne. Mais donc au niveau du recrutement, parce que comme tu le dis, on bénéficie quand même d'une histoire collective du monde du travail, effectivement, qui bouge. Mais comment est-ce que il y a quand même plein de gens qui sont câblés comme ça, surtout cette notion à l'ancienne. Et comment toi tu détectes au moment de l'embauche que les personnes qui vont vous rejoindre vont partager cette philosophie quand même de l'autogestion, de la responsabilisation, de cette liberté finalement assumée
Est-ce que tu as des trucs à nous donner pour être sûr que, c'est-à-dire, on a tous eu des recrutements malheureux où tu te retrouves en fait sur quelqu'un qui se nourrit sur la bête et toi tu es là en train de, tu vois, c'est vachement compliqué, je trouve. Ouais, complètement. Non, mais t'as raison. De toute façon, il y a pas de recette miracle pour recruter. C'est très très dur. Nous, on fait un truc qui est en fait, la dernière étape de recrutement, c'est de venir prendre une bière avec toute l'équipe. Bon, ça paraît bête, hein, mais en fait, tu vois tout de suite s'il y a un fit culturel ou pas, et c'est obligatoire. Tout le monde passe par là, tout le monde prend une bière avec l'équipe, ou autre chose que de la bière si tu vois pas de la bière. Mais tu vois assez vite s'il y a un match dans la philosophie générale de la boîte ou pas. Et je pense que le trait principal de notre système, de la conseillabilité, de l'autogestion, c'est la curiosité, c'est l'autonomie, c'est la prise d'initiative. Et ça, en fait, tu le testes franchement assez rapidement. Moi, la curiosité, il y a une question que je pose à 100% des entretiens, c'est quelle est la dernière chose que tu as apprise par toi-même. Voilà, ça peut être quelqu'un qui me dit c'est marrant, moi j'ai appris à jouer à la guitare récemment, ou alors il y a un gars qui m'a dit moi j'ai appris à jouer aux échecs, j'ai lu un bouquin dessus, je suis devenu un malade d'échecs et j'ai fait que ça pendant 6 mois et j'ai pris des cours d'échecs et je sais pas quoi. Mais on cherche des gens qui vont avoir la curiosité de s'intéresser à des sujets complètement anodins et qui vont se passionner pour ça et devenir je sais pas moi tu vois, des passionnés de la Révolution française ou d'un sujet quelconque. Donc la curiosité. Ou alors une question que je pose souvent en entretien, c'est quel est le nom de ta rue et qui est cette personne-là. Tu vois, je sais pas, t'habites rue Louis Blanc, qui était Louis Blanc? En fait, je sais pas, déjà, c'est tout con, mais quelqu'un qui s'est intéressé à qui était le nom de sa rue, tu sais qu'il a une fibre de curiosité que d'autres n'ont pas, et tu sais que c'est a priori plutôt bon signe. C'est des questions comme ça, quoi. Bon, heureusement, j'habite rue François Mitterrand, donc c'est plutôt facile. On a vu Damien qui rigolait sur l'histoire de on va boire une bière pour être sûr. Je vois que ça parle aux gens de BIAP, ça me fait plaisir. Et il y avait Aude qui avait une question. Aude, tu peux la formaliser auprès de François parce que je sais pas ce que tu entends par comme elle datait d'il y a quelques minutes. Ouais, en fait, quand on est au début d'une boîte, on a, mais comme maintenant d'ailleurs, mais il y a 1000 sujets. Et en fait, ma question, c'était tous ces outils, les OKR, les DRI, enfin, voilà, ça prend du temps à mettre en place parce que c'est pas des modèles classiques et donc ça nécessite peut-être de créer des choses. Est-ce que tu les as mis en place dès le départ? Est-ce que c'était dans ton ancienne boîte et tu les as transposés? Et voilà, comment tu as pu prendre le temps de gérer ça et en parallèle te focaliser sur le business, voilà, sur tout. Le DRI, c'est venu très tôt. Et c'est vrai que moi, je lis pas mal de livres de management, en fait. Je sais pas, ils ont pas toujours bonne presse, ces livres. Beaucoup de gens trouvent ça un peu redondant, un peu chiant. Et moi, j'en lis beaucoup. Et en fait, je trouve ça m'apporte énormément. Je peux vous recommander, par exemple, de lire Good to Great, que j'ai lu récemment, qui est vraiment bien. Je sais pas, Effective Executive. Tous ces livres-là, en fait, ils apportent énormément d'insights, tu vois, de process qui marchent pas. Les OKR, on en parle dans plein de livres aussi. Je crois que dans High Output Management, ils en parlent à un moment. En tout cas, en lisant des livres, donc voilà, pour répondre à ta question. Donc au début, c'était pas du tout parfait, on a fait plein d'erreurs. Et puis au fur et à mesure de lecture, de discussions avec les entrepreneurs, j'ai commencé à prendre ce qu'il y avait de bien dans ces différentes boîtes. Je passe beaucoup de temps à faire des déj avec des entrepreneurs. En fait, tu vois, quasiment tous les midis, j'ai un déj avec un entrepreneur que je connais ou à qui j'envoie juste un message sur LinkedIn en disant j'aime bien ta boîte, est-ce qu'on peut se voir, échanger sur nos best practices. Et ça, je m'impose de le faire au moins 2 fois par semaine, et généralement c'est même plus. Mais pas que dans des startups, aussi des amis qui sont en conseil. En conseil, ils ont des très bonnes méthodes. Typiquement, je me suis inspiré de ce que faisait McKinsey sur les ordres du jour pour les réunions, parce que une boîte de conseil, mine de rien, les gars, c'est des machines de process. Et en fait, ils ont des super process qu'on a copiés chez nous. Voilà, j'essaie de m'inspirer au maximum de rencontres, quoi. Juste ce process de la réunion, en 2 mots, c'est quoi? Ouais, en fait l'idée générale, c'est de dire qu'une réunion, il faut passer autant de temps à la préparer que le temps qu'elle va durer. Ça, c'est l'idée générale.
parce que je te parle du DRI de la réunion, la personne qui organise la réunion. Cette personne-là doit travailler autant de temps sur la réunion que le temps qu'elle va durer. De la même manière, je vais voir que tu as préparé ce rendez-vous avec moi, que ça t'a pris au moins 1 heure de temps, parce que derrière, tu vas avoir, je sais pas, 10, 15, 20 personnes dans cette réunion qui vont passer 1 heure de temps. Collectivement, ça fait 20 heures de temps humain qui vont être dépensées pour cette réunion-là. C'est énorme, 20 heures de temps humain. Et toi, si tu passes 1 heure de plus avant, tu vas peut-être multiplier par 2 l'efficacité, le rendu de cette réunion. Donc, en fait, ta valeur ajoutée, elle sera de 20 heures supplémentaires, tu vois, réparties évidemment avec tout le monde. Et donc, dans une réunion avec 8 personnes, pareil, c'est la même chose, c'est 8 heures que tu as gagné en travaillant 1 heure de plus. Et du coup, pour qu'une réunion soit super efficace, il y a des règles de base à respecter. La première, c'est qu'il n'y a pas de téléphone portable. Donc, nous, on met tous nos téléphones portables au milieu de la table. Voilà. Donc, déjà, ça règle le problème des emails en réunion. Tous les téléphones portables sont sur une corbeille au milieu de la table. Et ça, c'est dans 100% des réunions. La deuxième chose, un seul ordinateur pour une réunion. Uniquement le DRI de la réunion a le droit d'avoir son ordinateur, les autres n'ont pas d'ordinateur. Alors ça, c'est pas Mac, ça c'est nous. Les portables et l'ordinateur, c'est nous qui l'avons mis en place, mais c'est juste que j'en avais tellement marre des gens sur Slack tu vois, je dis un truc, et puis en fait, une demi-heure après, un mec pose une question qui était exactement ce que j'avais dit avant, et tu sais que il y a des problèmes de communication et qu'en fait, c'est une catastrophe en productivité. Voilà. Et troisième chose, c'est l'ordre du jour. L'ordre du jour, super important. Il respecte un ordre très précis. Un ordre du jour, il doit avoir ce que nous on appelle le TOP, c'est thème, objectif, plan et préparation. Donc le thème, quel est le thème de la réunion? Le thème de la réunion, c'est rendez-vous pour parler de management. Quel est l'objectif? L'objectif, c'est que François donne ses best practices qu'il a mis en place chez Top Chef, les erreurs qu'il a faites, etc. Et qu'on sorte avec quelque chose de concret et d'actionnable. Quel est le plan? On va parler de 3 choses, 1, 2 et 3. Et quelle est la préparation? Et François et Grégoire vont préparer ensemble cette discussion. Là, on a un ordre du jour très précis et puis on sait exactement ce qui va être dit. Et puis moi, avant la réunion, je regarde son téléphone l'ordre du jour, je sais exactement de quoi on va parler et je peux renvoyer un mail en disant on devrait aussi parler de ça et ça et ça. Et ensuite, le DRI de la réunion va être le gardien du temps. Il va s'assurer qu'on reste exactement dans le plan qui était prévu. Et donc, si on avait dit qu'il y avait 8 minutes nécessaires pour le premier point, ce sera pas 9 minutes, ce sera 8 minutes. Et si la discussion commence à partir dans tous les sens, le DRI va dire, attends les gars, je vous coupe parce qu'on n'aura pas le temps d'aborder le point 3 ou 4 si on continue comme ça. Et la dernière chose qu'il faut pour terminer, c'est un compte rendu, pareil, indispensable, envoyé par email. Ça sert à rien non plus de faire une avalanche de trucs à stocker. Donc, c'est juste un email que tu envoies à tout le monde de la réunion. Voilà ce qu'on s'est dit, voilà ce qu'il faut retenir et voilà les tâches à faire. Tac, François, on avait dit que tu ferais ça, Briac, tu feras ça, etc. Ok, cool. Merci. Juste avant qu'on passe à la fin, tu t'entends que bon DRI, je suis gardien du temps. Est-ce que tu as quelqu'un au RH chez toi ou c'est toi qui fais? Non. Okay. C'est moi qui fais. J'ai pas de RH. On commence à réfléchir en avoir un. Je pense qu'on arrive à une taille de boîte où ça devient pertinent d'en avoir un. Mais c'est pas tant c'est plus pour la culture d'entreprise et pour organiser des choses, mettre en place des programmes de formation, pour des trucs comme ça. Voilà. Okay, écoute, il y a un super programme de formation pour les managers, ça s'appelle Up Together. N'hésite pas. Ouais, il paraît que c'est pas mal. Il paraît que c'est pas mal, ouais. Pour finir sur et c'est lié à tout ce qu'on vient de se raconter, c'est la transparence. Il y a un truc que tu m'as dit quand on a préparé cette masterclass, c'est que les différents services ont accès à tous les chiffres de la boîte. Tous les indicateurs sont partagés, même si ma mémoire est bonne, tu m'as dit que les salaires allaient être partagés pour tout le monde. Voilà. Donc ça, assez nouveau aussi. Tu peux nous dire quels sont les impacts et comment c'est perçu? Alors, de base, tout est partagé. Donc, en gros, tout le monde a un Google Drive avec tous les documents. Le business plan, il est à jour en permanence. Tout le monde y a accès. Tous les lundis matins, on commence la semaine avec ce qu'on appelle un metrics meeting où on partage tous les chiffres de tous les pôles. En finance, tout le monde sait combien d'argent est dans la boîte en permanence. Tout le monde sait quel chiffre d'affaires on a fait chaque jour, qu'est-ce qu'on a perdu, qu'est-ce qu'on a gagné. Bon, il y a un niveau d'information qui est égal. Tous les salariés sont actionnaires de la boîte. Donc, c'est normal qu'ils aient accès à cette information-là parce que tout le monde a des BSPCE. On pourra y revenir si vous voulez, mais voilà, tout le monde a du capital. Et donc, il faut que tout le monde ait accès aux informations, que tout le monde comprenne que les décisions qu'on prend, elles sont dans l'intérêt collectif. Maintenant, cela étant dit, les salaires,
c'est un point sur lequel on a beaucoup buté parce que en fait, au début, les salariés ne voulaient pas que leur salaire soit divulgué parce que c'est vrai qu'il y en a qui négocient plus ou moins bien, il y en a pour qui c'est gênant, d'autres pour qui c'est pas gênant. Et puis en fait, on a réalisé que ils en parlaient énormément entre eux et que de toute façon, tout le monde connaît plus ou moins le salaire de tout le monde dans la boîte et que quand il y en a un qui vient faire un point avec moi pour négocier son salaire, tout le monde le sait. Pourquoi? Parce que il y a un ordre du jour dans l'agenda qui avec un top et dans le top il y a marqué discussion salaire et que les tops sont les ordres du jour sont complètement libres et que tout le monde a accès à l'agenda de tout le monde. Et donc ce qui se passe c'est que en fait tout se sait très vite, tout se sait. Donc nous on a fait le choix, on a fait la décision de maintenant être transparent aussi sur les salaires et à partir de on va probablement le mettre en place pendant l'année, mais je sais pas trop quand, mais on va mettre en place des grilles de salaire avec une grille d'évolution qui va être liée aux OKR. On va dire que si tu maintiens, si tu arrives à faire tes OKR pendant plus de X quarters, tu as automatiquement une augmentation de temps, de pourcents. Et on va aussi corréler l'augmentation sur de la formation. Si tu arrives à te former en lisant tel bouquin ou tel bouquin qui sont ultra cohérents pour ton poste, ben on va augmenter, je crois qu'on avait dit 1% par bouquin. Tu vois. Donc si tu arrives à lire 5 bouquins de management, tu as 5% d'augmentation de salaire. Ça ne vaut pas de les lire, hein. Et en plus c'est super intéressant, tu apprends plein de choses. Voilà, donc les salaires vont être grillés, normatés, et comme ça au moins l'avantage c'est qu'on peut plus, tu vois, enfin il y aura plus de discussion du style ah mais je travaille beaucoup, je devrais payer plus. Ben, en fait c'est une grille de salaire très précise et puis c'est comme ça. Ok. Et sur l'activité de l'entreprise, là, je pense plus. Alors nous, dans Up Together, c'est beaucoup de managers intermédiaires. Donc ça veut dire que toi, tu recommandes qu'ils partagent à leurs équipes vraiment l'ensemble des données qu'ils ont entre les mains, enfin qu'il y ait vraiment cette transparence à l'extrême. Mais c'est clé en fait. Ça pour moi c'est vraiment j'en suis convaincu. Enfin, pour moi c'est clé. Alors j'ai pas les impératifs de chaque boîte et évidemment j'imagine qu'il y a des boîtes dans lesquelles il y a des problèmes de confidentialité, mais dans la majorité des boîtes je pense qu'il n'y a pas ce problème-là. Et quand je vois les problèmes sociaux qu'il y a dans les boîtes, en fait c'est tout le temps des problèmes de communication. Enfin, un exemple selon nous, on a des livreurs qui sont un peu le bas de l'échelle aujourd'hui. C'est des gens qui sont très mal payés, qui sont voilà. Donc nous, il y a des scandales autour de ça. Alors, Deliveroo est souvent attaqué par ça. Donc nous, on avait cet enjeu-là. On s'est dit mais comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ceux-là aient des bonnes conditions de travail? Et au début, qu'on n'avait pas encore ce système de communication, de partager tout. Et on sentait des tensions sociales avec nos livreurs. On avait des centaines de livreurs et puis il y avait des moments où ils faisaient presque grève. Genre, il y a un jour où un livreur a dit on fait grève qui a envoyé des textos à notre livreur. À ce moment-là, on a dit ok, on arrête ça. Les livreurs auront le même accès à l'information que tout le monde. Et toutes les semaines, on a mis en place une AG des livreurs où ils venaient avec leurs représentants, où ils venaient tous ceux qui voulaient venir venaient. Et puis c'était questions libres, réponses libres. Et puis moi je venais, je répondais à toutes les questions. Et puis je leur même montré un jour le business plan de la boîte. Et puis voilà, en fait c'était génial cette discussion, c'était vraiment génial. Et ce qui se passe juste, c'est que ça a complètement mis un stop à toute revendication, à toute parce que les gens ils comprenaient, enfin à partir du moment où ils comprenaient même la marge en euros, en centimes qu'on faisait sur chaque plat livré, ils savaient qu'une augmentation de leur coût de parcours, du coup entraînait une baisse de cette marge. Puis comme ils savaient qu'on perdait tant de cash à la fin de chaque mois, et ben ils avaient la répercussion directe. En fait, tout le monde est sur le même bateau, c'est-à-dire qu'eux, ils ont intérêt à ce que la boîte marche aussi, parce que sinon ils perdent leur job de livreur. Et du coup, c'est très simple de répondre à ces questions-là. Voilà. Ok, super. Il nous reste 1 minute. Est-ce que vous avez des questions, les différents? Moi, j'en ai une, peut-être pour conclure. Je regarde le chat. S'il y en a une, c'est maintenant, les amis. Si tu devais donner un seul conseil à notre communauté pour être un bon manager, ce serait quoi, toi, le truc principal au vu de ce que tu as vécu ces 5 dernières années dans toutes tes expérimentations? Elle est dure, c'est bien. Celle-là, je te l'avais pas demandé hein, en amont, c'est la question surprise. C'est pas un cadeau que tu me fais. Putain, le truc. Je pense que moi, le truc qui m'a le plus aidé, c'est bon, je vais tricher, j'en dire 2, mais c'est des trucs que j'ai dit déjà, mais c'est je pense le fait de cultiver les forces. Ça, j'y crois énormément.
et la transparence. En fait, la transparence, c'est agréable. Ça retire un poids des épaules qui est énorme. Tu vois, quand tu es transparent sur tout et qu'il n'y a plus de secret dans la boîte, en fait, ça retire un poids qui est juste qui est colossal. Tu as l'impression d'être dans le même bateau qu'eux et puis il y a pas de, tu vois, il y en a pas un qui est supérieur à l'autre et puis t'es pas obligé de prouver que tu es meilleur. Voilà, juste t'es faillible, t'es un manager, mais t'es un homme et tu fais des erreurs. Et non, d'ailleurs, un truc, je pense pas mal, pour continuer là-dessus, mais pour terminer là-dessus, on pose souvent la question en point biannuel de quelles sont les erreurs que tu as faites pendant le semestre. Et si tu n'as fait aucune erreur, c'est qu'a priori, tu n'as pas pris assez de risques. Enfin, c'est pas bien qu'il n'y ait pas d'erreur. C'est que tu n'as pas tenté grand-chose. Tout le monde fait des erreurs, tu vois. Et donc, je pense que mettre en place une culture de l'erreur, c'est aussi pas mal. Moi, je suis le premier à reconnaître que je fais une erreur aussi. Donc, voilà, mettre en place une culture de l'erreur, je pense que c'est très simple pour une boîte aussi. Cool, merci beaucoup François. Bon bah il nous reste à te remercier, c'était vraiment super intéressant. Ouais, vraiment merci beaucoup. Et puis on se dit pour tous les autres membres de la communauté à très vite dans les ateliers ou dans la prochaine masterclass qui sera avec Maya Le Texier, qui est la patronne de Antenne Réunion, qui est le plus gros média francophone de l'océan Indien et qui a beaucoup travaillé sur tout ce qui est fusion d'équipes et on va dire gestion dans un moment de crise parce qu'avec les gilets jaunes, ils ont eu un peu mal l'année dernière, en ce moment, à La Réunion. Voilà. Bon, salut tout le monde. Okay. Bon week-end. À très vite. Au revoir tout le monde. Merci, au revoir.